Élise, 7 ans, est à la table de la cuisine, crayon en main, concentrée sur son dessin. Elle adore ça, dessiner. Mais aujourd'hui, quelque chose cloche. Elle est en train de faire un portrait de son doudou préféré, et là, un trait dépasse. Rien de bien grave, mais ça ne lui plaît pas. Sans attendre, elle arrache la feuille, la froisse et la jette par terre. Elle recommence. Cette fois-ci, c'est la couleur des yeux qui ne va pas. Elle soupire, déchire encore la feuille. Et ça continue comme ça. À chaque petite erreur, une nouvelle feuille froissée atterrit au sol. Les larmes montent, ses petits poings se serrent et elle craque. « Je suis nulle !» dit-elle en sanglotant. Sa mère, qui l'observe à distance, sent la fatigue de sa propre journée lui peser. Elle regarde Élise et au fond d'elle, ça l'agace un peu. Elle pense « Mais pourquoi elle ne peut pas juste se calmer ?» Elle se lève, s'approche et lui dit « C'est pas grave, Élise, tout le monde fait des erreurs. » Mais ça ne change rien. Élise pleure toujours. Et là, quelque chose frappe sa mère. Ses larmes lui rappellent un peu les siennes. Ces moments où elle se sent coincée, à vouloir tout bien faire, que ce soit au boulot ou à la maison. Elle réalise que peut-être, en voyant sa fille être si dure avec elle, c'est une partie d'elle-même qu'elle reconnaît. Je suis Erika, je suis coach en gestion des émotions et plus globalement en intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi chez l'enfant. Comment la faire grandir, comment l'aider, comment l'accompagner pour une meilleure estime de lui plus tard. L'estime de soi, c'est un peu la base de tout, surtout chez l'enfant. C'est cette petite voix intérieure qui va l'accompagner tout au long de sa vie et lui dire « tu es capable, tu es à la hauteur » ou au contraire « tu n'es pas assez bien ». Et ça commence dès tout petit. Les premières expériences de l'enfant, à la maison, à l'école, dans les échanges avec les amis ou avec les adultes, tout ça façonne petit à petit l'image que l'enfant se fait de lui-même. Je suis Erika, je suis coach en gestion des émotions et plus globalement en intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi chez l'enfant. Comment la faire grandir, comment l'aider, comment l'accompagner pour une meilleure estime de lui plus tard. On va prendre un exemple très simple. Imagine un enfant qui, dès qu'il essaye quelque chose de nouveau, entend ses parents lui dire « Bravo, t'as essayé » ou alors « C'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois ». Là, cet enfant, il va apprendre 2 choses. La première, c'est qu'il a de la valeur, même s'il n'est pas parfait. Et la deuxième, c'est que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. J'imagine que ça ne viendrait pas à l'idée d'un enfant qui apprend à marcher, de lui dire d'arrêter ou qu'il est nul dès qu'il tombe la première fois. Et en fait, on se rend compte que c'est toute la vie, on dit l'inverse en fait. Avant de marcher, avant de manger ses premières pas tout seul, avant toutes ces premières fois, on a droit à l'erreur. Et quand on grandit, on a l'impression qu'on n'a plus droit à l'erreur en fait, qu'on est jugé, qu'on est rabaissé, alors que ça devrait être tout aussi exceptionnel, toutes ces fois où on essaye, toutes ces fois où on y arrive. Parce qu'un enfant qui apprend à marcher, on va l'applaudir dès qu'il tient un peu debout, dès qu'il fait un pas. Et pourquoi après c'est plus pareil ? Et c'est comme ça, si un enfant a l'habitude d'entendre des remarques du style pourquoi tu n'y arrives pas, tu fais tout de travers, ou même juste des soupirs, tu sais, les soupirs agacés du genre en fait, cet enfant, il va commencer à croire que la moindre erreur qu'il fait, c'est un problème. Et plus ces comportements ou ces messages sont répétés, plus ils vont s'ancrer profondément dans son esprit. Et là, il va penser que sa valeur dépend uniquement de ses réussites. Et le rôle des parents, des éducateurs, il est immense. Parce que chaque mot, chaque geste, chaque réaction face aux erreurs ou aux réussites d'un enfant a un impact. Parfois, c'est même pas ce qu'on dit, mais ce qu'on fait aussi. Si par exemple un parent va montrer qu'il est tout le temps stressé, qu'il cherche à tout faire parfaitement, qu'il accepte jamais la moindre imperfection, même venant de lui-même, l'enfant, il va imiter ce comportement. Il va internaliser l'idée que pour être accepté ou aimé, il faut tout faire bien tout le temps. Et l'estime d'un enfant, l'estime de soi d'un enfant, elle se développe dans sa capacité à accepter ses erreurs, dans sa capacité à se relever, dans sa capacité à comprendre que c'est normal de se tromper. C'est pas parce qu'on échoue qu'on n'a pas de valeur, au contraire. C'est en échouant et en continuant, en persévérant. Bien sûr, pas de la persévérance malsaine, dans le sens, tu sais que tu fonces dans le mur et tu continues. Mais
la persévérance pour atteindre ses objectifs, pour atteindre ses rêves, pour aussi savoir de quoi on est capable. Et c'est à travers ça, à travers ses échecs, puis aussi les encouragements qu'un enfant il va apprendre à s'aimer, à se faire confiance. Donc l'idée, c'est pas de dire oui, bravo, bravo, bravo à toutes les réussites et puis rien dire quand il y a un échec, mais plutôt de valoriser tout ce qui va être effort, persévérance, tout ce qui est résilience, la capacité à rebondir. Parce qu'au final, c'est ça qui va leur donner des bases solides pour avancer dans la vie avec confiance, même s'il y a des difficultés qui se présentent. Alors, parfois, il y a des comportements qui peuvent, sans qu'on s'en rende compte, plomber l'estime de soi d'un enfant, même si c'est fait avec les meilleures intentions du monde. Je vais te donner 3 exemples de choses qu'il vaudrait mieux éviter dans l'idéal si tu veux que ton enfant ait une bonne estime de soi. Alors, la critique qui va être plutôt sévère ou injuste, par exemple, quand un enfant fait une erreur et que la réaction qu'il reçoit, c'est « mais qu'est-ce que tu fais ? T'es nul à ça » ou t'es vraiment pas doué, même si c'est en rigolant. L'enfant, il va assimiler ça à « je suis pas à la hauteur ». Et forcément, à force de l'entendre, il va finir par y croire. Il va se dire qu'il est jamais assez bien, qu'il est jamais assez capable. Et ça va le pousser ni à s'améliorer, ni à prendre des risques. Au contraire. Il va plutôt avoir tendance à se renfermer ou à éviter des situations où il pourrait se tromper. Le deuxième point, c'est mettre la barre trop haut pour l'enfant. Quelquefois, on met la barre haut en se disant « oui, mais c'est pour l'encourager ». En sport, par exemple, c'est un exemple assez fréquent. En sport, ou si tu veux qu'il soit le meilleur de sa classe, qu'il réussisse tout super bien, qu'il soit impeccable. En fait, au début, ça peut le motiver, mais très vite, ça va créer une pression énorme. Un enfant, ça a besoin de se sentir capable, mais aussi de savoir que l'échec fait partie du jeu. Si la seule chose qu'il voit, c'est des objectifs qui sont inatteignables, il va finir par craquer à un moment. Peut-être pas enfant, peut-être adulte, mais ça va pas le faire. Soit il va développer un perfectionnisme qui va être démesuré et donc qui le rendra malheureux, soit il va abandonner carrément en se disant qu'il n'y arrivera jamais. Et le troisième point dont je voulais te parler, c'est la surprotection. C'est un autre extrême, mais quelquefois, tu veux tellement protéger ton enfant que tu ne le laisses pas affronter les petites difficultés de la vie qu'il rencontrera dans la vie. S'il tombe, tu vas courir pour le relever. Quand il fait face à un problème, tu vas le régler à sa place. Ça part d'une intention bienveillante, évidemment, mais ça empêche ton enfant de développer sa résilience, de développer sa capacité à s'adapter, à savoir quoi faire aussi. En gros, c'est ça, il ne sait pas comment il va réagir face aux difficultés parce qu'il n'a jamais appris à le faire seul. Et donc, une fois adulte, ça risque d'être compliqué. Aussi bien dans ses relations amoureuses, parce que sa femme aura l'impression de tout faire. Tu vois, implicitement, je pense à un garçon, mais je me rends compte en le disant que ça pourrait très bien être une fille aussi, mais disons que c'est plus fréquent. Et ça peut être aussi un problème au travail ou dans sa vie de tous les jours, parce qu'il va apprendre sur le tas une fois adulte et ça va être problématique à un âge où on est censé savoir certaines choses. Alors, le plus compliqué, c'est de trouver le juste équilibre. On le sait tous, en tant que parents, c'est compliqué on n'a pas le mode d'emploi, on n'a pas un enfant qui arrive avec un mode d'emploi qui n'est jamais le même selon les enfants en plus. Et on fait tous du mieux qu'on peut en fonction des connaissances qu'on a. Et la différence avec les générations précédentes, c'est que, contrairement par exemple aux années 70 où on opérait les bébés sans les endormir parce que on pensait qu'un bébé ne ressentait pas la douleur. Depuis, on a quand même vachement évolué. On sait comment ça se passe au niveau neuronal, au niveau psychologique. Il y a énormément de recherches, etc. Enfin, on est beaucoup plus au fait aussi bien des neurosciences que de la psychologie, etc. Donc, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. Maintenant, trouver le bon dosage, c'est compliqué parce que c'est en fonction des sensibilités de chacun. On n'a pas tous les mêmes, on n'a pas tous les mêmes peurs, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous la même vision de la maternité ou de la paternité. Et donc, on fait au mieux. Mais l'objectif de cet épisode, c'est
éventuellement t'apporter des points de vue dont tu n'avais pas conscience ou des connaissances que tu n'avais pas ou des pistes de réflexion aussi, mais de plus pouvoir dire je savais pas. Donc ouais, il y a d'un côté soutenir et encourager et de l'autre laisser l'enfant expérimenter, se tromper et parfois galérer un peu. Bon, personnellement, si je peux me permettre de donner mon avis, tant qu'il n'y a pas de danger, je laisse faire. Parce qu'il n'y a pas de danger, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Après, tout dépend de l'âge. Les miens vont de 9 à 17, donc ils commencent à être assez grands. Mais oui, essayer de trouver ce juste milieu qui va... En fait, l'idée, c'est qu'il comprenne qu'il peut développer son autonomie tout en sachant qu'il peut compter sur toi. En gros, il a besoin de sentir que tu crois en lui, mais aussi qu'il a le droit de se tromper et d'apprendre. Et c'est ça qui va nourrir son estime de lui, parce qu'il saura qu'il peut réussir par lui-même tout en ayant un filet de sécurité. Et quand on reprend l'histoire d'Élise et sa mère, quand un enfant réagit fortement à une situation, comme Élise avec ses dessins, faut pas oublier que l'enfant, il capte bien plus de choses qu'on croit. Les enfants sont des éponges et des miroirs. Ce que vit le parent, que ce soit du stress, de l'anxiété, des traumas, des déceptions, des peurs, ça va directement influencer l'attitude de l'enfant. Élise, elle arrache ses dessins dès qu'elle fait une erreur. Pourquoi ? Pas seulement parce qu'elle veut bien faire, mais aussi parce qu'elle a peut-être, inconsciemment, absorbé une partie de la pression que vit sa mère. Sa mère, elle est perfectionniste dans son boulot, elle est perfectionniste dans sa vie de mère, et elle transmet sans le vouloir son propre stress à sa fille. Et quand quelqu'un est stressé, anxieux et compagnie, ça se voit. Même si on essaye de ne pas le montrer, l'enfant le ressent. Si un parent est nerveux, l'enfant va vite comprendre que quelque chose ne va pas. Et si ça arrive souvent, il va intégrer cette tension dans son propre comportement à lui. Il peut peut-être aussi se dire « si je fais pas bien, ça va empirer son stress, donc je dois être parfait ». Bien évidemment, l'enfant n'utilisera pas le mot stress. Mais c'est l'idée qu'il va intégrer en tout cas. Et donc là, il va grandir en pensant qu'il doit toujours tout réussir pour être aimé, ou alors pour ne pas causer de problème. Et les enfants sont non seulement des éponges, mais aussi des miroirs. Je sais pas toi, mais je me souviens de situations où quand mes enfants étaient petits, je pense entre 2 et 4 ans, où ils nous imitaient en fait, on les retrouvait dans des positions, enfin avoir des attitudes qu'on avait, enfin ils nous imitent, que ce soit les enfants qui font semblant de fumer, les enfants qui sont sur leur téléphone avec un air sérieux comme le parent, ou les enfants qui se maquillent avec les talons des mamans, etc. Enfin, les enfants sont nos miroirs. Et ça peut être compliqué de voir en pleine tronche tout ce qu'on ne voit pas et que quelquefois, quand on en prend conscience, on se dit « Ah ouais, je fais ça, moi. » Donc, quelque part, j'ai envie de dire, est-ce que quand on s'énerve pas après eux, alors qu'ils ont la même attitude que nous, est-ce qu'on s'énerve pas au final contre nous-mêmes aussi ? Mais pour en revenir au sujet, pour en revenir aux 3 points, le troisième, c'est un facteur qui va être plus profond, qui est celui des traumas qui sont pas résolus. Quand un enfant a vécu des expériences difficiles dans son enfance ou à l'âge adulte et qui n'a jamais vraiment traité ses blessures, ces traumas, ils vont influencer la manière dont il éduque son enfant, forcément. Si un parent a souffert d'un manque d'amour ou de reconnaissance, il peut, bien sûr sans s'en rendre compte, mettre une pression excessive sur son enfant pour qu'il réussisse, parce qu'il va projeter sur lui des attentes qui n'ont pas été comblées. Parce que le message que reçoit l'enfant, c'est que son amour ou sa réussite est conditionné à ses performances. Et le lien entre le stress et le perfectionnisme, c'est que le stress des parents, qu'il soit lié à la vie professionnelle ou à d'autres expériences particulières, il a un impact direct sur l'enfant. Quand les parents ne gèrent pas bien leur propre stress, ça devient presque impossible pour un enfant de développer une bonne estime de soi. Parce que l'enfant grandit dans un environnement où il apprend que ses erreurs sont pas tolérées, que chaque échec est un drame. Et il va se permettre aucune erreur, parce que dans son esprit, une erreur, c'est un échec total. Et comme je disais tout à l'heure, l'enfant, il va pas seulement écouter ce qu'on lui dit, il va observer ce qu'on fait. Si tu es complètement stressé, si tu t'es obsédé par tes défauts, si tu as peur de tout, l'enfant, il va t'imiter. Donc ça, c'est un point dont vraiment il faut prendre conscience, c'est que
Pour renforcer l'estime de soi d'un enfant, il faut aussi, en tant que parent, travailler sur sa propre gestion du stress, de ses traumas, de ses attentes. Un parent qui montre qu'il est capable d'accepter ses erreurs, qu'il est capable d'exprimer ses émotions sans qu'elles débordent. On met pas tous la même définition d'émotion qui déborde. Pour moi, une émotion doit être exprimée. Maintenant, quand je dis une émotion qui déborde, ça va être plus une émotion qui est exprimée de la mauvaise manière, en mettant des guillemets, et qui va impacter les autres. Pas seulement les autres d'ailleurs, mais aussi soi quand on se fait plus de mal que de bien, mais qui va être exprimée de manière inappropriée ou pas libératrice en tout cas. On a le droit de pleurer très fort, on a le droit de dire qu'on se sent triste, on a le droit de dire qu'on a peur, on a le droit de dire, il faut même le dire, il faut l'exprimer, jamais bloquer une émotion. Enfin, en tout cas, pas sur le long terme. Mais si on règle toutes ces petites choses, enfin petites ou pas d'ailleurs, qui influent sur notre vie, sur nos enfants, sur nos relations, même la relation avec soi d'ailleurs, on montre à l'enfant qu'on est capable de se remettre en question, qu'on ressent des choses, que c'est ok, que, comme je te disais, qu'on accepte ses erreurs, qu'on accepte nos échecs, qu'on continue de se relever après un échec. Et là, par exemple, dans le cas d'Élise et de sa fille, elle pourrait, par exemple, apprendre ensemble à voir la beauté de l'effort et pas forcément la beauté du dessin final. Il faut bien comprendre que l'enfant, c'est un miroir, une éponge, et que si on ne fait pas face à notre propre stress, à nos propres peurs, nos enfants finiront par les porter à leur tour. Et inversement, si on apprend à gérer nos émotions, à accepter qu'on n'est pas parfait, on leur donne la plus belle leçon de vie, celle de s'aimer même quand les choses ne sont pas parfaites. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment renforcer l'estime de soi de son enfant ? Parce que là, je t'ai un peu dit tout ce qu'il ne faut pas faire, mais je vais te donner quelques choses qui peuvent te paraître simples ou évidentes. Et pourtant, chaque petite action peut avoir un impact beaucoup plus gros. Dans l'histoire d'Élise qui arrache sa feuille, dès qu'elle fait une erreur, on voit juste une enfant qui ne valorise que le résultat. Dans sa tête, si un dessin n'est pas parfait, tout est raté. Mais ce qu'elle a besoin d'entendre, c'est que c'est pas le résultat qui compte le plus, c'est l'effort qu'elle y met, le plaisir qu'elle y prend. Donc sa mère peut commencer à faire attention à la manière dont elle lui parle après un dessin. Au lieu de dire ton dessin est magnifique ou c'est pas grave si c'est raté, elle peut lui dire j'ai vu que tu t'es beaucoup amusé à le faire, que tu as mis beaucoup de détails, c'est super tout ce que tu fais là. Parce que là, en faisant ça, sa mère va plus valoriser l'effort que de se concentrer sur la perfection du résultat. Et en faisant ça, elle lui montre ce qui compte vraiment, c'est de faire de son mieux et pas d'être parfait à tout prix. Et là, la petite, elle va être fière de ce qu'elle a fait. Elle va pas se dire oh là là, c'est pas parfait. Elle va être contente. Et ça, c'est essentiel pour l'estime de soi, évidemment. Ensuite, l'enfant, il doit être confronté à des difficultés. Des difficultés qui, bien sûr, sont à sa portée, mais des difficultés qui lui montrent qu'en fait, si il ou elle est capable, bien sûr, y aller en douceur, petit à petit, des petits défis, des petits challenges, ou juste le laisser se débrouiller quand ils sont en difficulté, et leur dire, juste être pas loin quand même, être tout prêt pour au cas où il y a besoin, au cas où l'enfant désespère vraiment, mais essayer de le laisser faire seul au maximum, tout en étant là si jamais il y a besoin. Il y a un autre point qui me paraît important, évident, mais qu'on omet peut-être sans s'en rendre compte, c'est de créer un environnement où l'enfant sait qu'il est aimé, peu importe ses réussites ou ses erreurs. Parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, si un enfant sent que l'amour qu'il reçoit dépend de ses performances, il va développer une peur de l'échec. Et cette peur de l'échec, elle va bouffer son estime de lui. Donc on peut lui dire « mais je t'aime autant, même si c'est pas parfait. Je t'aime autant, même si t'as pas eu le score que tu voulais. Je t'aime autant, même si t'as pas réussi cette fois-ci ou que t'es pas le premier de la classe. Ce qui compte, c'est que tu t'amuses, que t'apprennes, que tu persévères, que peu importe, mais pas le résultat. Enfin, pas forcément le résultat. Et enfin, je l'ai déjà dit, mais si tu veux que ton enfant il ait une bonne estime de lui, il faut aussi que tu fasses attention à ta propre attitude envers toi. Si t'as du mal à accepter tes erreurs, si tu te mets une pression folle,
Si tu angoisses au moindre événement, ton enfant le sentira et il va l'intégrer. Alors, renforcer l'estime de soi d'un enfant, ça passe par toutes ces petites actions qui ont beaucoup d'impact. Que ce soit en valorisant l'effort, en laissant réussir seul, essayer, peut-être échouer, mais en tout cas essayer seul, et en créant un environnement où il se sent aimé sans condition, et en montrant l'exemple aussi, chaque geste ou chaque comportement peut être important. L'enfant apprend en observant, en écoutant, et en ressentant l'amour et le soutien de ses parents. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a apporté des pistes de réflexion, des prises de conscience peut-être aussi sur ce qui pouvait être amélioré, sur des choses dont tu n'avais pas conscience de l'impact. Et dis-moi un peu si tu mets en pratique certaines choses, si tu sens que ça bouge un peu de son côté, que ça fait du bien à l'enfant. Alors, ça va pas être tout de suite parce qu'il y a des habitudes ancrées, il faut le temps qu'ils comprennent le changement, et toi aussi d'ailleurs. Mais ouais, essaye de me dire un peu ce qui t'a aidé, ce qui a provoqué des choses, peut-être. N'hésite pas à m'envoyer un message, à t'abonner au podcast si c'est pas déjà fait, à le partager à des personnes qui auraient plaisir à l'écouter. Et je te souhaite une bonne journée, soirée, et je t'embrasse. À la semaine prochaine.